Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Norharach. Je suis heureux de recevoir aujourd'hui Talim Papazian sur notre chaîne pour un entretien pour comprendre l'avenir de la politique étrangère et de la sécurité de l'Arménie suite à la guerre du Karabakh de 2020. Bonjour Talim Papazian. Bonjour Gisèle. Vous êtes politologue, vous avez enseigné aux USA et actuellement vous êtes chargé de cours à l'université Aix-Marseille. L'Arménie à l'épreuve du feu, forger l'État à travers la guerre, c'est un livre que vous avez édité. Vous êtes donc spécialiste aussi du Haut-Karabakh et de la sécurité de l'Arménie. Vous avez aussi été experte auprès du ministère de la Défense de l'Arménie. Vous avez coécrit avec Robert Adabiryan et Gilad Libaridian le livre blanc « La guerre du Karabakh de 2020 et l'avenir des politiques étrangères de sécurité de l'Arménie ». Pourquoi ce livre, donc, qui est paru en juillet dernier, pourquoi ce livre après la défaite de la guerre de 44 jours? Et pourquoi ce livre, Gisèle? Parce qu'il nous paraissait important de pouvoir contribuer par un ouvrage collectif à analyser, à comprendre et à faire s'exprimer un certain nombre d'experts du monde arménien autour des raisons de la défaite, autour de où en étions-nous après la guerre de 2020, comment pouvait-on continuer à penser des politiques étrangères pour l'Arménie sur la base de ce qui s'était passé et de ce qui avait été aussi signé le 9 novembre 2020. Travail collectif, ça c'était très important pour nous. Travail d'experts, de gens qui étaient impliqués leur vie durant à analyser ce qui se passait en Arménie ou ce qui se passait soit depuis la diaspora, soit directement depuis l'Arménie, soit en Artsakh, et à susciter du débat. Parce que nous voyons bien, et nous continuons à le voir aujourd'hui, le monde arménien n'a pas fini, et en fait a à peine commencé à analyser ce qui s'est passé l'an dernier. Et il y a besoin d'un débat qui soit structuré, d'un débat qui soit honnête. Et nous avons essayé avec ce livre d'en amener des bases pour pouvoir le faire. Mmh. Et vous êtes trois experts, trois auteurs de ce livre blanc, et vous êtes tous de la diaspora. Est-ce que cet aspect-là du travail a influencé un peu votre vision, votre analyse, et comment est-ce qu'il a été reçu en Arménie? Je vais vous répondre en plusieurs temps, Gilles. Oui, nous sommes trois experts, c'est vrai, trois auteurs de la diaspora, mais dans notre panel d'experts qui se monte à plus de 45 personnes, il y a des experts d'Arménie, il y a des experts d'Artsakh et il y a des experts de diaspora. Et il y a aussi des experts d'Arménie vivant en diaspora depuis plus ou moins longtemps. Donc, la diaspora, ce n'est plus comme avant une entité figée, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde où il y a sans arrêt des flux de migration, des flux d'échanges entre l'Arménie et la diaspora. Donc, ne figeons pas trop les choses. Il se trouve qu'en effet, nous trois sommes issus, Gilles, Robert et moi, de ce que l'on pourrait appeler la vieille diaspora, l'ancienne diaspora. Mais nos parcours, je le dis avec très grande modestie pour moi, parce que je n'ai pas la seniorité de Gilad ni de Robert, mais nos parcours sont ancrés en Arménie depuis au moins 10-15 ans pour moi et depuis bien plus longtemps pour eux. Donc, ils connaissent l'Arménie de l'intérieur. Ce n'était donc évidemment pas un parti pris de notre part que de nous choisir, nous trois, je dirais, parce que nous étions de la diaspora, un concours de circonstances, mais qui n'est sans doute pas un hasard, a fait qu'à ce moment-là, en décembre 2020, quand nous avons commencé le livre blanc, eh bien, nous étions en état ou en situation intellectuelle, émotionnelle, nous trois, avec les experts que nous avons pu réunir autour de nous, de pouvoir faire ce travail. Et ce travail n'est pas facile. C'est un travail d'introspection, c'est un travail d'autocritique, et c'est aussi un travail pour réussir à penser un futur possible à partir d'un champ de ruines, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un travail facile. Il s'est trouvé que nous trois avons pu le faire. D'autres auraient pu le faire en Arménie. Eh bien, ils auraient pu et ils auraient dû le faire.
Je sais qu'il y a eu des travaux de fait dans d'autres endroits, Armenia Commission par exemple, aux États-Unis, avec des experts internationaux aussi, dont mon collègue Viken Cheterian. Donc, ce n'est pas l'unique travail qui a été fait allant dans le sens, disons, d'une analyse de ce qui s'est passé en 2020. Et voilà, et encore une fois, c'est un travail collectif avec des chercheurs qui sont aussi bien en diaspora qu'en Arménie, qu'en Artsakh. Et quand ce travail a été lu et accueilli en Arménie, on ne nous a jamais fait le reproche d'être uniquement diasporo-centré. Ce qui a pu nous être reproché, et à juste titre, c'est que notre panel d'experts manquait d'experts russes. Mais encore une fois, je le dis, nous avons commencé un travail. Ce travail ne demande qu'à être complété, qu'à être poursuivi. Il n'a évidemment pas prétention à être exhaustif ni à clore le débat. Il a vocation à le commencer. Alors, entrons dans le vif du sujet. La défaite de l'Arménie est d'abord militaire. Hein. Cette défaite a mis à mal la politique et la diplomatie. Toute la politique de la sécurité misée sur la préparation et la combativité et l'invincibilité de l'armée arménienne. Pourquoi cette défaite finalement? Et je dirais que cette politique d'invincibilité, était-elle une politique ou était-elle un slogan? C'était un slogan. Voilà, exactement. Donc, il n'y avait pas de politique dans la mesure où il n'y avait pas de scénario contradictoire qui était envisagé. Ou s'il y en avait, c'est resté à l'état de scénario sur papier examiné par des cercles extrêmement restreints, peut-être au niveau des forces du chef, voilà, de l'état-major des forces armées, pardon, peut-être au niveau, voilà, mais en tout cas, nous n'avons pas vu dans ces 10, 15, 20 dernières années de scénario de plan B examiné par les élites politiques arméniennes au cas où il y aurait une défaite. Et pourtant, Dieu sait qu'il y avait eu des signaux d'alerte. Dieu sait que la guerre des 4 jours, au moins elle, de manière parfaitement flagrante, a alerté l'élite politique arménienne sur les faiblesses de son armée, sur les faiblesses de son système de défense. Alors, je ne dis pas que rien n'a été fait entre 2016 et 2020, mais ce qui a été fait a relevé davantage de la réformette que de la grande transformation. Et le scénario B a continué à manquer cruellement. Il n'y avait pas de scénario envisagé où l'armée arménienne perdait autant de terrain, où l'armée arménienne était défaite. Et ça s'est vu d'ailleurs pendant la guerre. Est-ce qu'il y avait une seconde ligne de front là où c'était possible? Très peu, à très peu d'endroits. Il y aurait dû y avoir beaucoup plus. Est-ce que les tranchées étaient systématiquement creusées? Non, pas systématiquement, loin de là. Nos soldats se sont retrouvés à creuser des tranchées en arrivant, à la dernière minute, dans l'improvisation. La guerre battait déjà son plein. Donc, ce sont de petits exemples que je vous donne, mais c'est pour vous montrer en fait à quel point c'était devenu un slogan, cette invincibilité. Oui, on faisait des parades. Septembre, on fêtait la fête de l'indépendance, un grand coup de parade sur la place de la République. Et qu'y avait-il derrière? Est-ce que les réservistes étaient appelés pour se réentraîner régulièrement comme ils auraient dû l'être? Non. Est-ce qu'on avait réglé le problème de la désertion ou du bac-chiche dans l'armée pour éviter la conscription? Non. Donc, si on ne s'était pas attelé à tous ces problèmes-là, comment pouvait-on espérer, si tant est qu'ils l'espéraient, mais visiblement c'était leur calcul, comment pouvait-on espérer tenir tête et encore pire, vaincre l'armée azerbaïdjanaise qui, elle, avait travaillé pendant 20 ans. Mm-hmm. Alors, vous dites dans la préface du livre blanc qu'en raison des atteintes à la souveraineté de l'Arménie, parler d'une politique étrangère est devenu superflu. Qu'est-ce que vous entendez? Hein? Nous disons dans la préface, pour certaines personnes, il est devenu superflu. Pour certaines personnes. Ah, d'accord. Donc, je n'ai pas relevé. Qu'est-ce que vous entendez, enfin, qu'est-ce qu'ils entendent alors par atteinte à la souveraineté de l'Arménie? Eh bien, certains des experts que nous avons approchés pendant la phase de préparation du livre blanc nous ont dit l'Arménie est passée sous contrôle russe.
C'est désormais la Russie qui décide pour nous. Nous n'avons plus rien à dire, l'Arménie n'a plus rien à dire. Et donc, nous ne participons pas à un travail qui analyse des politiques étrangères parce que nous estimons que l'Arménie n'est plus en mesure d'avoir des politiques étrangères. Je ne dis pas que c'est une réponse que nous avons eue de très nombreuses personnes, mais nous l'avons entendue une fois, deux fois. D'accord. Alors, à l'origine, les principes de Madrid définis par le groupe de Minsk dans le cadre de l'OSCE, n'éveillaient-ils pas aussi de faux espoirs auprès des Arméniens qui annonçaient l'intégrité territoriale, le droit à l'autodétermination et donc le principe de l'interdiction d'usage de la force, hein, sur un même pied d'égalité? Est-ce que cet aspect-là, donc cette approche du groupe de Minsk et ces principes ne donnaient pas de faux espoirs? Dans quel sens? Dans le sens où les Arméniens pouvaient estimer qu'ils étaient protégés par le droit international. Voilà, protégés et garantis du risque de guerre par ces principes. Oui. Et, comment dire si ces principes ont suscité de faux espoirs, cela veut dire que les Arméniens ont mal lu ou surlu, ce qui est une habitude arménienne, ce qu'il y avait dans ces principes. Certes, les négociateurs du groupe de Minsk, les médiateurs, espéraient et ont tout fait pour, je crois, parvenir à un règlement négocié du conflit sans avoir à voir ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire une guerre. Ceci étant, les principes, les dispositions qui ont été négociées par l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient finalement, je vais peut-être choquer en le disant, mais pas si éloignées de ce que nous avons aujourd'hui. Alors, Chouchi, Hadrout exclu de ce que je suis en train de dire, mais la restitution des 5 territoires adjacents, c'est-à-dire hors Lachin et hors Kelbadja dans un premier pas, c'était discuté, c'était négocié, c'était acté. Tout le monde était d'accord pour dire aux Arméniens, vous devez faire ça. Et pour l'Azerbaïdjan, cette rétrocession pouvait en effet être un gage ou une assurance, disons, de ne pas recourir à la force armée. Mais le président azerbaïdjanais a toujours eu, entre guillemets, l'honnêteté de bien dire aux Arméniens que si le problème du Khalafat ne se réglait pas par les voies diplomatiques, il se réservait le droit de le régler par la force. Alors, nous sommes-nous bercés d'espoir? Peut-être, mais avions-nous des raisons de nous bercer de ces espoirs? En réalité, non. Le livre blanc entend fournir aux nouveaux dirigeants un ensemble d'analyses ainsi que des recommandations tirées donc, de celles-ci, des analyses. Quelles sont, en résumé, les recommandations actuelles que vous envisagez dans ce livre blanc? Alors, elles sont de deux sortes. Elles concernent la politique étrangère, elles concernent les politiques de sécurité. Et il est important d'avoir ces deux aspects-là à l'esprit en parallèle, parce que la politique de sécurité d'un pays complète sa politique étrangère et vice-versa. Ces recommandations, je dirais, partent du principe suivant: essayer pour l'Arménie de neutraliser l'intensité des menaces, des risques qui aujourd'hui pèsent sur elle. À la fois en ne les sous-estimant pas, mais en ne les surestimant pas non plus. Nous discutions tout à l'heure ensemble de faux espoirs, et j'ai dit, ou de scénarios qui ne faisaient pas place à un plan B, et je vous ai dit, les Arméniens ont cette fâcheuse habitude de ne voir que ce qui les arrange et de privilégier les scénarios qui les arrangent uniquement. Et là, dans le livre blanc, nous mettons en garde, ou plutôt nous appelons à ne pas traiter les menaces que nous avons l'habitude, en tant qu'Arméniens, de lier à la Turquie et bien sûr à l'Azerbaïdjan, ni de les surestimer, ni de les sous-estimer. Il y en a posées par l'Azerbaïdjan aujourd'hui, notamment sur la ligne de contact, c'est parfaitement clair, nous le voyons. Du côté de la Turquie, les choses sont plus nuancées. Donc, nous recommandons déjà, autant que possible, pour que l'Arménie puisse
comment dire, se réapproprier un certain nombre d'instruments diplomatiques qu'elle a perdus avec la défaite, de pouvoir s'engager dans un processus de normalisation graduelle des relations avec les deux voisins avec lesquels les relations sont les plus problématiques, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Mais n'y voyons pas une supplique du vaincu au vainqueur. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de réussir à neutraliser une à une les menaces. C'est pour ça que je disais, il faut avoir à l'esprit en même temps la diplomatie et en même temps les politiques de sécurité. Donc, engager un dialogue autant que faire se peut bilatéral avec la Turquie, avec l'Azerbaïdjan, lister et travailler sur tous les points qui font barrage à la normalisation des relations, ils sont nombreux. La rhétorique et aux politiques anti-arméniennes de ces pays dans les différents niveaux où elles existent, et ce n'est pas la même chose en Azerbaïdjan et en Turquie. Réussir à saisir la fenêtre d'opportunité qui existe aujourd'hui de normaliser graduellement les relations avec la Turquie. S'atteler aux problèmes entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire notamment la démarcation et la délimitation des frontières. C'est indispensable de le faire pour pouvoir être un État à part entière reconnu par la communauté internationale tel qu'il existe aujourd'hui. Et en parallèle, bien entendu, donc, redresser les forces armées, les consolider, leur donner à chacun, aux diplomates comme aux militaires, une mission qui soit très claire et qui soit surtout réaliste et réalisable. D'accord. Alors, tout ce que vous dites là, est-ce que les dirigeants actuels issus des urnes, donc des élections législatives anticipées, Oui. est-ce qu'ils suivent un peu ces recommandations ou comment vous voyez la politique actuelle du gouvernement? Alors déjà, je ne me permettrai pas de dire qu'ils suivent nos recommandations, c'est-à-dire que je ne voudrais pas que nos téléspectateurs se disent que tiens, ils ont lu le livre blanc et ils sont en train de mettre en pratique ce qu'on a dit. Non. Enfin, en fait, je n'en sais rien, pour être honnête. Non, je veux dire que est-ce qu'il y a une correspondance Mais entre… oui, on peut noter en effet des similarités. On peut noter des similarités. Il semble que le gouvernement Pachinian II, celui qui est issu des élections de juin 2021, soit aujourd'hui dans un état d'esprit plus pragmatique, plus réaliste que ce qu'il a fait en 2019 et surtout en 2020. Et tant mieux. Est-ce que cela veut dire que méthodologiquement, les raisons pour lesquelles ces principes sont adoptés et suivis ont été posés clairement, analysés jusqu'au bout? Je ne le sais pas, je n'en suis pas absolument certaine. Et surtout, deuxième gros problème que je vois, qui est sans doute à mes yeux le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu de fait à l'intérieur du pays un travail absolument nécessaire d'assignation des responsabilités, de débat par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier, je veux dire de débat serein, de débat honnête, comme on est en train de faire, vous et moi, quand nous dialoguons, et de réconciliation, donc, en fait, de la société. Ce qui fait que, même si les intentions aujourd'hui sont louables, j'ai malheureusement peur qu'elles ne puissent pas aller à un terme qui soit favorable à l'Arménie et aux Arméniens, parce qu'il va manquer cette solidité, cette stabilité à l'intérieur. Mmh. Donc, finalement, vous dites que l'absence de débat, c'est un manque, mais est-ce que c'est, vu l'état actuel donc, de politique, les antagonismes entre les différentes forces politiques, un débat est possible? Et est-ce que la calamité n'est pas aussi de ne pas pouvoir débattre de ces sujets? Mais vous avez raison, c'est une calamité de ne pas pouvoir débattre de ce sujet. Alors, si ce n'était pas possible au niveau politique, parce qu'en effet, ce qu'on voit au Parlement depuis juin 2021, ça ne laisse pas augurer de la possibilité que cette arène-là, et c'est bien malheureux parce que constitutionnellement, cette arène-là aurait dû servir de lieu de débat. Mmh. Nous voyons que cette arène-là ne peut pas le faire. Il aurait dû y avoir alors des réflexions sur où
transposer, quelle arène choisir, peut-être même quelle arène constituer pour organiser ce débat. Peut-être que c'était possible de le faire au niveau des universités. Peut-être qu'il fallait organiser une espèce de visioconférence en plusieurs étapes, incluant différents membres de la diaspora, comme de l'Arménie, comme de l'Artsakh. Je ne sais pas, mais il fallait penser à des mécanismes qui permettent le débat. Et si le Parlement n'était pas en maturité nécessaire de le faire, c'était nécessaire de faire ça. Il y a une commission qui est en train de se former, mais cette commission est formée à l'intérieur du Parlement, semble-t-il, uniquement ou quasiment uniquement par le parti au pouvoir, donc de Karakatia Khan Baymanaki. Tout ceci ne laisse pas présager, si vous voulez, de débats contradictoires et, que je disais tout à l'heure, d'une possibilité de voir enfin des responsabilités assignées. Et je n'ai pas l'impression que le gouvernement Pachinian 2 soit aujourd'hui passé dans la phase, dans le moment où il a fait justement, où il a assumé les responsabilités qui étaient les siennes pour ce qui s'est passé l'an dernier. Et ces responsabilités sont à plusieurs niveaux. Elles sont à la fois dans l'avant de la guerre, dans le fait de ne pas avoir arrêté la guerre le plus tôt possible, et ensuite dans la gestion de l'après. Donc vous voyez que moins on fait ce travail, plus on laisse le temps passer, et plus les couches de méfiance de la société vis-à-vis du discours politique qu'on lui sert ne peuvent que augmenter, parce que ce travail de parole et de vérité n'est pas fait. Et finalement, on voit que les négociations dans le cadre du groupe de Minsk et dans le cadre des accords bilatéraux, les détails ne sont jamais discutés en public et les enjeux ne sont pas clairs pour la population. Et, voilà, donc c'est quand même une question importante. Et dans le livre blanc, donc le livre blanc peut-être apporte quelque chose de nouveau dans ce sens-là pour engager un débat public. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on a souhaité faire. Et en effet, c'est un outil qui peut servir au débat, voilà. Qui devrait servir au débat. Alors, maintenant, revenons à la politique étrangère de l'Arménie, surtout de l'attitude du groupe de Minsk et des pays occidentaux, qui donnent toujours l'espoir et puis qui mettent en avant le statut du Haut-Karabakh comme quelque chose qui n'est pas défini, qui n'est pas résolu. Mais alors, quand on dit le statut du Haut-Karabakh, qu'est-ce qu'on entend par là actuellement, étant donné la situation actuelle de l'Arménie? Ne refaisons pas l'erreur que nous avons soulignée tout à l'heure d'avoir trop d'espoir en surlisant, en surinterprétant des mots ou une expression. La première, c'est les pays occidentaux donnent de l'espoir en disant que la question du statut n'est pas résolue. Alors, précisons d'abord que ce ne sont pas seulement les pays occidentaux qui l'ont dit, mais la Russie l'a dit aussi assez rapidement après la guerre. Donc, la question du statut n'est pas résolue, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire la question du statut aujourd'hui? Et surtout, pourquoi les uns et les autres disent éventuellement cela? Les intérêts des uns et des autres doivent être bien compris pour ne pas surinterpréter ce qui est dit dans cette phrase. La question du statut du Karabakh n'est pas résolue. Quand la Russie dit cela, la Russie se garde un levier important pour pouvoir continuer à presser l'Azerbaïdjan. Parce que la Russie a déployé des forces donc, officiellement de maintien de la paix, que je trouve pour le moment devrait s'appeler plutôt force d'interposition dans ce qui reste de l'Artsakh sur la nouvelle ligne de contact entre l'Azerbaïdjan et donc l'Artsakh. Et la Russie voudrait garder ses forces présentes sur place le plus longtemps possible. Vous savez que dans l'accord de novembre 2020, ces forces peuvent être retirées aujourd'hui, donc dans 4 ans, c'est-à-dire en 2025, à la demande d'une des parties. Donc quand la Russie dit « attention, la question du statut n'est pas résolue », elle adresse un message à l'Azerbaïdjan, sans doute avant l'Arménie. C'est-à-dire qu'elle leur dit « tout n'est pas fini, vous avez récupéré votre intégrité territoriale,
Vous avez même été un peu au-delà, puisque il n'y a plus aujourd'hui de région autonome du Haut-Karabakh dans les frontières définies à l'époque soviétique, n'est-ce pas? Puisque Radlout et Chouchi, la capture de Radlout et Chouchi a fait voler en éclats ces frontières, ces anciennes frontières. Donc, elle adresse un message à l'Azerbaïdjan en disant que ce n'est pas totalement terminé, et donc, il y a encore un certain nombre de choses à voir, à discuter, donc ne soyez pas pressés, nous sommes là pour un certain temps. Alors que l'Azerbaïdjan, elle, voudrait bien, est très gênée par la présence de ces forces russes sur son territoire et ne les conçoit que comme temporaires. Est-ce que ce sera un temporaire de 5 ans? Est-ce que ce sera un temporaire de 10 ans? Nous ne le savons pas. Ce sera sans doute pas 5 ans. Hein. Vu l'état du déploiement russe, ce sera sans doute pas 5 ans. Est-ce que ce sera 10 ans? Voilà. Dans l'esprit de l'Azerbaïdjan, c'est temporaire. Quand les Occidentaux disent la même chose, c'est-à-dire disent la question du statut n'est pas résolue, pourquoi le font-ils et pourquoi le disent-ils? De fait, ils ont été totalement mis sur la touche en novembre 2020. C'est la Russie qui a amené le cessez-le-feu, c'est la Russie qui a poursuivi, j'allais dire, et fait reprendre des rencontres, des discussions entre les différentes parties prenantes. Le groupe de Minsk a été totalement exclu du processus et les pays occidentaux comme acteurs individuels également. Donc, ils essayent depuis le printemps 2021 de se réinjecter dans le processus d'une manière ou d'une autre. Quand ils disent la question du statut n'est pas résolue, c'est donc ça qu'ils essayent de faire. Ce faisant, évidemment, ils ne disent pas que ce qui était possible avant la guerre l'est encore aujourd'hui, et ils disent encore moins que ce que les Arméniens croyaient possible avant la guerre le serait encore aujourd'hui. Donc, ce qui peut être discuté, non pas tout de suite, parce que personne ne le discute aujourd'hui, vous le remarquerez, mais ce qui peut être discuté à moyen terme et à long terme concernant le statut du Haut-Karabakh, c'est est-ce que ce qui reste de l'Artsakh aujourd'hui sera une entité ethno-territoriale en Azerbaïdjan, disposant d'un certain nombre de droits, ou est-ce que ce sera simplement une communauté culturelle, les Artsakhi, vivant en Azerbaïdjan et bénéficiant possiblement, encore faut-il que l'Azerbaïdjan souhaite ou ait un intérêt à faire appliquer des droits culturels pour ces citoyens-là. Voilà, c'est là-dessus c'est entre ces deux options-là, si vous voulez, que l'Arménie et l'Artsakh doivent envisager à la fois leurs relations, que peuvent-ils faire l'un pour l'autre, et doivent en discuter de manière très honnête. Je ne sais pas s'ils le font ou s'ils sont en capacité de le faire. C'est autour de cela que les discussions auront lieu. Et si nous ne faisons pas les choses bien, au lieu d'avoir une solution très mauvaise, nous aurons une solution très, très, très mauvaise. C'est ça, les choix des Arméniens. Alors, lors du passage à Paris du président de l'Assemblée générale de l'Arménie, Alain Simonian, il a évoqué donc la solution de la sécession roumaine. Est-ce que pour vous, c'est une option encore envisageable? Pas aujourd'hui, non. Non. Pas aujourd'hui. La communauté internationale, quand elle a utilisé la sécession roumaine, elle l'a utilisée pour le Kosovo. Elle a utilisé cette solution parce qu'elle y avait intérêt à ce moment-là. Les acteurs occidentaux impliqués dans le problème du Kosovo. Et quand ils l'ont fait, ils se sont empressés d'ajouter que ceci ne créerait pas un précédent pour d'autres conflits. Est-ce qu'il est possible qu'un jour, il y ait une telle conjonction de forces et d'intérêts pour que les acteurs qui sont impliqués dans le problème du Karabakh, c'est-à-dire aujourd'hui Russie, Turquie, à un moindre degré, mais il ne faut pas l'oublier, l'Iran, et de manière secondaire, le groupe de Minsk et ou les pays occidentaux concernés, puissent avoir un intérêt commun à appliquer la sécession roumaine pour un cas comme pour l'Artsakh, ça me paraît, si vous voulez, tellement improbable que je ne
crois pas que les Arméniens doivent bâtir leur scénario là-dessus. C'est aujourd'hui bâtir une diplomatie sur ce scénario-là, ça revient à viser l'impossible. Et il vaut mieux procéder étape par étape, faire ce qui est possible aujourd'hui pour garder au moins ce qui est possible aujourd'hui et ne pas risquer de perdre les petites choses que nous n'avons pas encore perdues. Et si un jour l'avenir se dégage et si un jour l'avenir devient autre, eh bien, alors nous rebattrons les cartes si nous sommes en état de le faire. Mais viser l'impossible aujourd'hui, c'est comme si vous êtes un nouveau-né de 2 mois et qu'au lieu de commencer à manger à la cuillère, vous voulez courir un marathon. Voilà. Alors, en France, il y a un intérêt de plus en plus, un intérêt accru envers la défense de l'Arménie, la défense de sa culture et la civilisation chrétienne, donc qui est soulignée. Cet intérêt s'est intensifié à cause de la course aux élections présidentielles. On a vu donc 2 candidats qui sont dépêchés en Arménie, qui sont allés en Arménie en mois de décembre. Est-ce que l'Arménie est un atout politique qui n'est pas encore exploité? Cet aspect culturel, civilisationnel de l'Arménie est un atout qui n'est pas encore exploité par l'Arménie. Non, j'y crois pas. C'est quelque chose que peuvent avoir à l'esprit le commun des mortels, cet aspect civilisationnel. Maintenant, moi, je préfère toujours me situer au niveau d'une politique d'État et poser la question, est-ce que ce serait dans l'intérêt de l'Arménie que d'aller enfourcher un cheval de bataille civilisationnel comme politique d'État? Ma réponse est non. Donc, si les candidats à l'élection présidentielle française souhaitent se déplacer en Arménie pendant le temps de la campagne, tant mieux. Tant mieux parce que, j'allais dire en fait, après tout, c'est presque leur problème, vous voyez, plutôt que celui de l'Arménie. Tout le monde, chaque candidat, chaque citoyen français et chaque candidat est le bienvenu pour aller se déplacer en Arménie. Il est de son propre problème d'y soulever les problèmes que lui juge bon à travers sa lecture du monde, à travers le programme de son parti politique, que ce soit pour l'un ou pour l'autre des 2 candidats qui se sont déplacés. Valérie Pécresse a fait le déplacement jusqu'en Artsakh. Est-ce que ça veut dire que demain, si Valérie Pécresse est élue présidente, elle ira défendre l'indépendance de l'Artsakh? Je ne vais pas répondre. Vous la devinez, la réponse. Donc, que l'Arménie fasse ce qui est bon pour elle et que les candidats à la présidentielle française fassent ce qu'ils estiment être juste pour leur compétition politique. Que chacun, nous, citoyens français d'origine arménienne, nous devons prendre nos décisions en tant que citoyens français. L'Arménie ne va pas demain devenir la pièce maîtresse d'aucun président de la République français. Ce sera éventuellement un paramètre d'ajustement à la marge de certaines politiques régionales. Voilà. Eh bien, merci Zalima Pazian pour toutes ces explications. C'était un sujet passionnant, très important et un sujet brûlant d'actualité. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Gilles, pour cette invitation et bonne fête.